shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première d'une nouvelle série que je commence à partir de maintenant, qui va être donc une série concentrée sur ma lecture du 3e tome des archives de Rochard, Justicière ou Oathbringer en anglais. Voilà, quel livre fantastique. Je viens de lire la première partie, donc les 333 premières pages, à peu près une trentaine de chapitres. C'était énorme, c'était très long. Je vais essayer d'accélérer le rythme un peu pour les prochaines vidéos. Voilà, incroyable. Cette vidéo, ça va pas être mon analyse ou ma critique, mon avis, peu importe, de cette première partie, je la ferai plus tard. Mais là, pour cette vidéo, en fait, j'ai relu les prologues du premier tome, La Voix des Rois, et du deuxième tome, Le Livre des Radiants, Radieux, je crois en français. Et en plus, forcément, le prologue de Justicière. J'ai relu les 3 prologues parce que ces 3 prologues en fait racontent le même événement à travers des points de vue différents. On a le point de vue dans La Voix des Rois de Seth, donc Seth, je sais pas vraiment comment ça se prononce, donc l'assassin. Ensuite on a le point de vue dans le deuxième tome de Jasna, qui d'ailleurs est revenue, est en vie, là dans le début du 3e tome, c'est incroyable, donc elle est enfin revenue, on a appris qu'elle était en vie à la fin du 2e tome, et là elle va être de retour dans la 2e partie, j'ai trop hâte. Et dans donc, le prologue du 3e tome, on a le point de vue de Eshonai, donc qui est la Parshendi. Voilà. Donc ces 3 points de vue-là nous racontent la même histoire à travers divers angles, et je trouvais ça intéressant de relire les 3 prologues pour essayer de faire des liens, essayer de comprendre ce qui se passait et essayer de comprendre les indices qui étaient dispersés. Parce que évidemment, c'est Sanderson, il y a des indices, c'est sûr. Donc, on va commencer d'abord, je vais un peu récapituler ce qui se passe, les événements de chacun des 3 prologues. Dans le premier, celui de La Voix des Rois, donc on suit Seth et en fait, au début, simplement, il se balade durant la fête, qui honore donc le traité qui a été conclu avec les Parshendi, jusqu'à arriver à Gavilar et ensuite il y a le combat, etc. Ce qui est intéressant, et je vais surtout revenir sur ça plutôt que sur l'action du combat en elle-même, parce que ça m'intéresse très peu, ce qui est très intéressant, c'est au moment où il déambule dans les couloirs, il va rencontrer plusieurs personnes. Alors, notamment dès le début, il va voir donc le fils de Gavilar, Elhokar, qui est maintenant le roi, parler avec 2 inconnus, 2 ambassadeurs de l'Ouest. Voilà, donc ces 2 personnes sont, je pense, des héros. Donc parmi les 10 héros, les 10 héraldes en anglais, je ne sais pas si ça se prononce, enfin si ça se traduit par héros en français, mais vous voyez de qui je veux parler. Ceux qui ont fui le combat dans le tout premier prologue de La Voix des Rois. Donc ces 2 personnes, alors comment est-ce que je sais que ce sont des héros? C'est parce qu'il y en a un qui a la tache de naissance sur sa joue. Et donc nous, on sait que c'est un héros qui s'appelle Nalé, ou Nal, je sais pas, Nail. Voilà. Et le deuxième, on n'a pas d'infos sur lui, à part le fait qu'il est tout le temps en train de regarder au-dessus de son épaule, apparemment, qu'il est très stressé. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup penser à Elhokar, pour le coup, qui lui aussi est très stressé, et j'ai l'impression qu'il y a un petit lien entre les deux. Peut-être qu'il continue à parler jusqu'à maintenant, jusqu'aux événements d'aujourd'hui. Ces 2 personnages, je pense qu'ils sont liés, car plus tard, on va entendre une de leurs discussions, et qui pour moi, c'est une discussion par rapport à un des autres héros. Seth passe dans la salle, voit Elhokar parler avec ces 2 personnes, donc déjà c'est intéressant parce que est-ce que Elhokar est au courant que ce sont des héros ou simplement des ambassadeurs de l'Ouest?
Bonne question. Ensuite, il croise un homme avec une très longue barbe. Voilà, alors je n'ai pas fait de lien avec d'autres personnages qui auraient de très longues barbes. Et ce personnage lui dit « M'as-tu vu, me vois-tu bien m'as-tu bien regardé ?» Ce qui est très bizarre. Et il rigole, etc. J'ai aussi l'impression que ça peut être un héros parce que ça serait quelqu'un en fait qui ferait de l'ironie par rapport à Seth, alors qu'il est très bien au courant de ce qui se passe, parce que je pense que les héros sont au courant de l'assassination et ils sont au courant de tous les enjeux qui sont derrière. Donc je pense que celui-là, il se moquait un petit peu de lui et que ça doit être un héros qui est un peu plus détaché des événements politiques. Voilà. Ensuite, dans le palais, il y a une statue des 10 héros, justement, mais il y en a une qui est manquante. C'est celle de Shalash, qui est une femme. Voilà, je vous laisse l'info pour l'instant ici. On y reviendra. Évidemment, donc Seth, après, il va tuer le roi, etc. Et il faut bien que les gens le voient, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que ce soit les Parshendi qui attaquent le roi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Gavilar, il s'attendait à être attaqué, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit les Parshendi qui l'attaquent, alors qu'il a cette discussion avec Eshonai, on y reviendra. Il pensait que ça pourrait être plutôt Taïdakar, c'est ce qu'il dit à Seth, Taïdakar, Restares ou Sadeas. Bon, Sadeas, on connaît, voilà, on comprend un peu pourquoi, son ambition de pouvoir, etc. Taïdakar, je n'ai aucune info, je ne sais pas si son nom revient souvent, s'il est en vie, s'il est à Orisiro en ce moment. Mais Restares, ça me dit quelque chose aussi. Je pense que c'est le prénom peut-être de l'un des hauts princes, mais qu'on a juste pas qu'on a que son nom de famille et pas son prénom. Je crois l'avoir entendu à certains moments. Donc je vais garder ces noms en tête et faire attention à de futurs potentiels coups d'état ou voilà, pour Dalinar maintenant. Donc. Et à la fin, au moment où donc, il tombe du balcon, etc., et que Seth lui écrit tu dois trouver les mots les plus importants écrits par un roi, je sais plus quoi. Il donne, Gavilar, à Seth cette orbe noire, donc cette orbe de néant, qui renferme en réalité donc un spren du néant, un spren de abjection, le dieu des Parshendi, la divinité. Donc il la donne à Seth pour qu'il la donne aux Parshendi. Voilà le premier prologue, c'est ce qui se passe. Je vais sûrement oublier quelques indices, quelques petites choses cachées. Pour l'instant, c'est un peu l'idée que j'en ai. Voilà. Ensuite, dans le livre des radieux, donc on a tout ce qui est... il est beaucoup plus long celui-là. On suit Jasnah donc, et il y a toute la partie où elle est transportée dans Shadesmar. Et donc là, je pense pas que c'est de rapport réellement avec l'intrigue. Là, c'est elle qui découvre en réalité ses pouvoirs et son lien avec cet autre plan de la réalité. Il y a ce moment-là, et ensuite elle va rencontrer donc Lys, qui est donc l'assassine, qui a précédemment eu à son compte Seth. Ça m'intrigue parce que je pense que Seth avait depuis longtemps la lame d'honneur de Jezrien, donc l'un des anciens héros. Donc cette lame qui peut lui permettre d'utiliser les pouvoirs de Marchevent, tout comme Kaladin. Et donc je pense que quand quand Seth était embauché, était l'esclave de Lys, elle a bien dû le découvrir. Donc je pense qu'elle sait plus de choses sur Seth et sur ce qui se trame que nous, vu qu'elle a l'air d'être vraiment au centre de beaucoup de manigances politiques. Je pense qu'on y reviendra plus tard et qu'on aura peut-être son point de vue dans l'un des futurs tomes. Je sais pas, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'elle sait beaucoup de choses et qu'elle est d'une manière ou d'une autre liée aux héros, si elle n'en est pas une elle-même. Ce qui pourrait être le cas, parce qu'on sait qu'il y a des héros féminins. Voilà, donc elle, j'ai pas plus d'infos. Et c'est là le moment très important, très intéressant. Jasnah entend deux personnes, donc les ambassadeurs de l'Ouest, qui parlent de Ash, A-S-H, qui se traduit par cendre en français, mais je pense qu'ils ont gardé le même nom. Et ces deux voix disent qu'elle va de plus en plus mal et que... et ensuite ils disent « Nous ne sommes pas censés aller mal, nous ne sommes pas censés tomber malades. » C'est « We shouldn't get worse ». Vu que je lis en anglais, je ne sais pas exactement comment ça a été traduit en français, mais voilà l'idée. L'un des héros, en fait, je pense, est tombé malade, et c'est pas normal parce qu'ils sont censés être un peu immortels. Donc c'est étonnant. Je pense donc que c'est Nalé et l'autre héros qui parlent de ça.
et qui s'inquiète. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a toujours un qui regarde au-dessus de son épaule, parce qu'il pense que s'il y a des assassins, il est possiblement en danger, s'il n'est pas si immortel que ça. Je pense que Ash, c'est Shalash, c'est son surnom, parce dans le tout premier prologue, par exemple, ils s'appellent Jezrien Jez, je crois, ou quelque chose comme ça, ils ont des surnoms. Donc Ash serait Shalash, et Shalash, c'est la statue du héros qui est manquante. Donc elle n'est pas en bonne santé, et en plus sa statue est manquante. Est-ce qu'elle serait pas même décédée donc Voilà, c'est un peu ma théorie. C'est ce que je me demande. Donc j'aimerais bien en savoir plus sur l'état de santé, en fait, l'état même juste global, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils habitent, les héros. Est-ce qu'ils habitent donc à l'ouest, si c'est des ambassadeurs de l'ouest? Je ne sais pas. Ensuite, autre chose très importante, j'ai retenu les noms, je les ai notés. Celui qui a été abandonné par donc, les 9 autres héros et qui se bat encore contre les désolations, si j'ai bien compris, c'est Talon, je sais pas, T-A-L-N. Je crois qu'il a un nom plus long en réalité. Voilà. Ensuite, donc, Nalé, c'est celui qui a la tâche de naissance. Et ils continuent en discussion et ils expliquent que ce qu'ils ont fait est mauvais, car cette créature ne devrait pas avoir la lame d'éclat de notre Seigneur, la lame de notre Seigneur. Je pense que la créature dont ils parlent, c'est Seth. Je pense que leur Seigneur dont ils parlent, c'est Jezrien, donc, le héros qui était, je pense, un seigneur donc d'un royaume. Et donc, c'est-à-dire que quand Seth a récupéré la lame d'honneur donc de Jezrien, ils étaient au courant, ils l'ont laissé faire, et là ils commencent à regretter. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est pas bon, quoi, de laisser cette lame à un Shin qui est à vérité, je crois que c'est ça le terme. Voilà, un Shin qui est renié par son peuple et qui est un peu une créature dangereuse. Donc ça veut dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe et qu'ils laissent faire quand même. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu à peu près du deuxième tome. Je sais qu'il y a aussi des choses qui sont intéressantes par rapport au fait que Amaram était très présent pendant cette fête à discuter avec Gavilar. On va y retourner là-dessus. Je crois que le Jasnah même croise Amaram à un moment. Mais j'ai tellement hâte d'avoir plus de moments avec Jasnah à partir de maintenant qu'elle est de retour. Et de voir ses implications politiques, voir à quel point elle va évoluer dans tout cet environnement. Mais on reviendra dans ça donc après, pendant mon avis, quand je vous donnerai un peu le résumé, mon avis de la première partie donc de Oathbringer. Voilà. Le prologue maintenant de Oathbringer, du côté de Eshonai. Alors lui, il est très particulier ce prologue, il est beaucoup plus court et on se concentre aussi beaucoup sur l'état d'esprit d'Eshonai à l'époque. Parce qu'à ce moment-là, donc c'était quelqu'un de très tête en l'air, qui chantait, qui dansait un peu, qui se perdait un peu tout le temps parce qu'elle était tout le temps dans sa tête. Et elle parle beaucoup du fait qu'elle aimerait créer, qu'elle aimerait pouvoir faire de l'art. Et c'est là que je pense que Shallan va être très importante et va, à un moment ou à un autre, lui apprendre un peu à trouver cette nouvelle forme, la forme artistique. Peut-être que c'est quelque chose qui les aidera à sortir de ce cycle de violence. Voilà. Une petite prédiction comme ça, on verra bien. Mais donc on suit Eshonai qui déambule dans les couloirs, etc. et qui se retrouve donc devant la porte du salon, je crois, de Gavilar, quelque chose comme ça. Il est en train de discuter avec Amaram, donc, un autre haut prince dont on n'a pas le nom, mais donc je pense que ça pourrait être Taizakar ou Restares. Et 2 femmes, je crois, oui, 2 femmes en robe et un ardent aussi. Ces 2 femmes, je sais pas qui ça peut être, parce que donc Eshonai ne les reconnaît pas, j'imagine que ça peut pas être Navani ou la femme d'Alinar, parce que ça se saurait. Peut-être même que Dalinar à ce moment-là avait déjà perdu sa femme, c'est sûrement le cas. Donc voilà, pour les femmes, j'ai pas d'infos. Pour l'Ardent, j'imagine que ça pourrait être, j'ai plus son nom, mais celui qui est un ancien guerrier qui est devenu un Ardent, qui est ami avec Dalinar. Sinon, on n'en connaît pas beaucoup. Donc voilà, je pense que l'info, c'est plutôt de chercher qui est le deuxième officier. Peut-être que dans les prochains prologues, ou peut-être que dans ceux-là, je pourrais le deviner. Mais je vais faire attention dans les prochains prologues, même si ça va être dans longtemps du coup. Voilà, donc elle rentre, etc. Enfin, elle a envie de partir, et là, Gavilar l'interpelle et lui dit « Non, viens, etc. J'ai envie de te parler, Eshonai. » Et là, il lui raconte tout son plan. Et en fait, c'est ça que je trouve très bizarre.
c'est que le plan de Gavilar, et je pense qu'Amaram a un rôle là-dedans, c'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait, et que de notre point de vue, il est méchant dans les 2 premiers tomes. Je pense qu'en réalité, il suit réellement à la lettre le plan de Gavilar. Et ce plan consiste à réveiller en quelque sorte les Parshendi et à ce qu'ils retrouvent leur forme des tempêtes, ce qu'ils font à la fin du 2e tome. Et là, je me demande pourquoi. Parce que retrouver la forme des tempêtes signifie désolation, signifie que Abjection retrouve son pouvoir, va envoyer les 9 équivalents des héros et le champion pour combattre Dalinar. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi Gavilar veut le retour de la forme des tempêtes, veut le retour des Parshendi. Peut-être qu'il a été fourvoyé, peut-être que, je sais pas, lui aussi a des visions, donc c'est pour ça que c'est étonnant. Il dit qu'il faut unir, il a aussi cette voix qui dit « unissez-les », tout comme Dalinar. Et j'ai de plus en plus l'impression que on pense pas aux bonnes choses quand on pense à « unissez-les ». On pense aux différents royaumes d'Aletkar, on pense au royaume global du continent de Roshar, mais c'est peut-être pas que ça, c'est peut-être en réalité unir les 3 divinités, unir les 3 peuples, enfin les 2 races en quelque sorte, entre humains et parches. Voilà, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas totalement compris encore, et c'est intéressant. C'est intéressant parce que donc Eshonai s'y oppose, s'oppose à l'idée de retrouver leur dieu en fait, comme ils vont finir par le faire, mais elle s'oppose à ce moment-là à ça, et quand Gavilar lui montre l'orbe dans laquelle il y a un spren de abjection, je sais pas du tout comment il a trouvé ça d'ailleurs, peut-être que c'est avec les héros, il doit forcément connaître les héros, avoir eu des discussions avec eux, et donc il lui montre cette orbe, et elle n'a pas envie de la prendre parce qu'elle sait que ça va faire revenir leur dieu, leur pouvoir, leur forme des tempêtes, et qu'ils vont devenir incontrôlables, et que leurs ancêtres leur avaient dit que ça n'apporterait que du malheur et la guerre. Donc elle refuse. Au final, ils vont finir par la récupérer avec Seth qui va leur donner. Elle refuse et elle va voir les doyens, c'est ça, les 5 doyens, et leur dire tout ce qui s'est passé, tout ce que Gavilar lui a raconté. Et donc c'est à ce moment-là que les doyens décident de donner l'ordre à Seth d'aller assassiner Gavilar, pour éviter justement que ça se produise. Et ensuite, ils veulent aussi être reconnus comme les décisionnaires de ce meurtre, plutôt en réalité que d'avoir à succomber à la forme des tempêtes et à leur dieu. Donc c'est réellement un sacrifice qu'ils ont envie de faire par rapport à ça, et c'est honorable. Le fait est qu'au final ça va pas marcher, que la guerre va s'éterniser et qu'ils vont finir par trouver la forme des tempêtes. Mais dans l'intention, là, de ce qu'on apprend, moi, ce que ça me donne envie de penser, c'est que les Parshendi sont vraiment pas mauvais et qu'ils sont juste les enfants du mauvais dieu, les enfants d'abjection, mais ils n'ont pas tant le choix que ça. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Oui, autre chose. À la fin donc, du discours de Gavilar, quand il explique à Eshonai son plan, il lui dit un gros « wake up ». Qui est écrit en italique, etc. Souvent, quand il y a quelque chose comme ça qui est écrit en italique, moi, je me dis il faut y prêter attention. C'est un peu comme les moments où le spren de Chalan, Pattern, fredonne doucement, je crois que c'est ça qui est écrit souvent en italique. Et c'est souvent le cas quand quelqu'un vient de mentir. Donc il y a ce genre de lien à faire des fois dans le texte, grâce à la forme du texte. Et là, le gros wake up en italique, en majuscule, j'ai l'impression, d'une certaine manière, que Gavilar a pu hypnotiser, manipuler Eshonai, et qui, vous savez, comme un hypnotiseur, quand il ramène quelqu'un à la réalité, c'est hop, tu te réveilles, je sais pas, il y a un mot-clé, il y a quelque chose. Et donc ça me donne cette impression, et pour moi Gavilar n'a pas ce genre de pouvoir, mais je trouve ça très bizarre, voilà. Donc faire attention dans les prochains flashbacks là qu'on va avoir de Dalinar, à la manière dont il s'exprime Gavilar, et est-ce qu'il n'a pas d'une certaine manière la possibilité d'influencer les pensées, les actions des gens. C'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Ensuite, pour finir, donc une des dernières infos que je trouvais très intéressante durant ce prologue, c'est le moment où l'un des doyens, Cade, je crois, Cade, K-A-D-E, explique que donc il a pu avoir Seth à son service
car il a entendu une voix dans sa tête, une voix qui avait un certain rythme, comme on sait, les Parshendi parlent avec un certain rythme, qui lui a dit d'aller se rendre à un certain endroit où il a trouvé Seth qui n'avait plus de maître. Et donc c'est à ce moment-là que Seth a pu devenir son esclave. Donc une voix aurait guidé l'un des doyens à recruter Seth, et très probablement dans l'optique d'assassiner Gavilar. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a des entités qui tirent les ficelles de cette de toute cette action qui s'est passée durant ces prologues. J'ai l'impression que Gavilar il a plus d'informations qu'on pense, que les héros sont là, mais peut-être pas seulement pour regarder, pour être témoins. Ils ont peut-être des actions à faire, un rôle à jouer là-dedans. Et surtout, Gavilar en sait beaucoup trop, quoi. Je comprends pas à quel point il a pu avoir autant d'informations, parce que peut-être qu'il avait les visions du Père des Tempêtes, comme Dalinar, mais c'est pas suffisant pour comprendre, autant de choses sur les Parshendi, et pour vouloir surtout que les Parshendi retrouvent la forme des tempêtes. Parce que si le Père des Tempêtes lui donnait bien ses visions, l'objectif des visions, c'est simplement de dire il faut unir les peuples. Et pas il faut justement réveiller les Parshendi, relancer une désolation. Donc je pense qu'il a été fourvoyé, qu'il a possiblement entendu lui aussi une voix dans sa tête qui lui indiquait des fausses visions. Ou alors je me trompe, et c'est Dalinar qui a les visions d'un usurpateur. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Donc j'espère qu'on va en apprendre plus durant ce 3e tome, sur Gavilar, sur son plan, probablement grâce à Amaram, justement, qui avait l'air d'être au courant de ce plan. Et voilà, donc ça fait poser plein de questions sur les héros, sur ces divinités qui parleraient dans la tête de certains personnages et les forceraient à commettre certaines actions. Donc voilà, j'ai très hâte des prochains prologues. J'ai vraiment envie d'avoir certains points de vue, notamment celui de Gavilar évidemment, aussi celui d'un des héros, ce qui m'étonnerait quand même. Et peut-être que Wheat, alors je sais pas comment, Oid, peu importe, le fou du roi, c'est pas vraiment ça son rôle. Mais peut-être que vous voyez de qui je parle, celui qui a sauvé Jasna à la fin du 2e tome, qui l'a retrouvé. Voilà, donc il y a plein de personnages dont j'ai envie d'avoir les points de vue et de comprendre comment ils ont plus d'informations que nous. Mais évidemment, Sanderson est très fort pour nous donner pile le bon nombre d'informations pour qu'on se pose des questions, mais pas assez, parce qu'il faut bien que ces questions nous titillent. Voilà, donc ces prologues sont très mystérieux évidemment, mais très intéressants, et ça me fait me poser plein de questions, donc j'ai hâte de lire la suite. Voilà, dans vraiment très peu de temps sortira donc mon analyse, je ferai un résumé et j'essaierai de prédire un peu la suite donc de Oathbringer, Justicière, voilà. J'en suis, vous voyez, ça fait ça quoi, j'en suis à cette partie, il y a 5 parties, donc j'ai fini la première, je vais lire les interludes aussi, et je ferai un peu un récap. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a d'autres personnes comme moi qui sont en train de lire le tome, allez-y, mettez vos pronostics, vos prédictions. S'il vous plaît, me spoilez pas, ou alors essayez de me guider un petit peu dans mes réflexions, dites-moi si j'ai tort ou non. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne journée. C'était Louis, prenez soin de vous. Ciao!